dans un sondage fait par l'IFOP, on demandait aux personnes de se prononcer sur l'élection d'un président de l'Europe au suffrage universel direct. Est-ce que selon vous, il faudrait aller jusque-là ou c'est Oui, simplement... définitivement. Je pense que ça serait un signal très fort de cette politisation de la vie économique, de la vie européenne, pardon, du renforcement de cette démocratie que l'on attend au niveau européen. Et moi, je pense effectivement qu'il faudrait aller jusque-là. Alors, par étapes, évidemment, on n'y est pas encore, mais c'est vraiment, je pense, l'une des décisions majeures que les citoyens espèrent, attendent, pour regagner confiance dans l'Union européenne. Vous êtes d'accord Alors, en fait, la question est pas super. Enfin, la réponse n'est pas super claire. Même si la question, elle l'est. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut un président élu démocratiquement, idéalement au suffrage universel, pour présider l'Union européenne? Oui. Et là, à partir du moment où on a décidé de transmettre un certain nombre de pouvoirs à l'Union européenne, effectivement, il faut le plus de démocratie possible. Maintenant, derrière cette question, vient une autre question qui est: est-ce que les présidents des États actuels doivent devenir des préfets et doivent devenir donc des gens qui vont appliquer ces décisions de ce président élu démocratiquement de l'Union européenne? Et là, la réponse n'est pas aussi claire. Oui, moi je vais pas du tout être d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que je pense que là c'est transposer une vision purement franco-française à un problème européen. Non, je suis contre l'élection au suffrage universel direct d'un président européen, parce que moi je suis pour que la Commission, et je pense que c'est aussi plus faisable à court terme, devienne un véritable gouvernement, que le président de la Commission endosse le rôle de chef de gouvernement, qu'il soit élu au suffrage universel direct, comme ça va être a priori le cas, puisqu'on va voter majoritairement pour des listes et que la tête de cette liste va être présidente ou président de la Commission européenne. Et moi je suis vraiment plus pour passer, déjà parce que je pense que ce sera plus facilement fait, et ensuite parce que je pense que ça correspond plus à la tradition juridique, et aussi parce que je pense que c'est plus pertinent comme fonctionnement d'un État. Et pour revenir sur les préfets, ça aussi je pense que c'est complètement français, puisque si on part dans une théorie fédéraliste, il ne s'agit pas du tout de préfets, il s'agit de régions qui ont une grande part d'indépendance, une grande part d'autonomie, et qui mettent des choses en commun. Et ça n'a rien à voir avec le préfet qui... nous, on a cette idée, voilà, je veux dire, on est tellement centralisé que c'est difficile pour nous d'imaginer qu'une région, elle peut être dirigée par quelqu'un qui a beaucoup d'autonomie. Et par exemple, en Allemagne, l'éducation est décidée au niveau des Länder, au niveau des régions. Nous, c'est inimaginable. L'éducation, elle est française, c'est Jules Ferry, blablabla, on fait tous la même chose. Et je pense qu'il faut essayer de sortir un peu de ce côté franco-français si on veut vraiment arriver à ramener tous les partenaires avec nous. Madame Mulmer, vous voulez peut-être réagir? Je crois qu'on était très clairs, chacun sur nos positions. Ouais, donc voilà, moi je persiste en disant qu'une élection directe serait beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible pour le citoyen. C'est ce qu'ils attendent. Je pense que cette incarnation est vraiment ce qu'il manque aujourd'hui au débat public européen. Malheureusement, les députés européens sont peu connus, et je pense qu'avoir des débats entre des chefs de file des différents groupes politiques, et donc une élection concrète, c'est l'aboutissement du processus qui est en train de s'ouvrir progressivement. On n'est pas assuré effectivement par le traité que le chef de file du groupe soit nommé président de la Commission aujourd'hui. Les États ont encore leur mot à dire pour nommer le petit copain qui va bien à cette place-là. Voilà. Moi, j'ai pas envie que ce soit les États membres qui encore aient cette marge-là. Je pense que cette élection directe, elle est plus claire, elle est plus lisible pour le citoyen. Donc, ça serait l'occasion pour les Européens d'avoir le droit à un débat transnational, un peu comme celui entre Jean-Claude Juncker et Martin Schulz dont vous parliez, Aurélien Brouillet. Mais vous disiez aussi que l'élection d'un président au suffrage universel direct pour l'Europe, ce serait la transposition d'un modèle franco-français. Mais les Français ne sont de loin pas les plus intéressés par une telle élection. Les Italiens sont favorables à 79%, les Allemands à 72%, les Espagnols à 66%, les Belges à 64% et les Français seulement à 54%. Quant aux Britanniques, ils sont à 29%. Ça m'intéresserait de savoir comment la question a été posée, si c'est président, chef de gouvernement ou ce genre de choses, parce que ça correspond à des réalités complètement différentes dans les systèmes constitutionnels des différents pays. Angela Merkel est chef de gouvernement, ils l'élisent et ils estiment qu'ils l'élisent directement. Pour un Français, c'est un résultat à la proportionnelle qui n'a rien à voir avec une élection directe d'un chef d'État.
Ici, c'est l'élection d'un président au suffrage universel direct. C'est comme ça que la question est posée. Pas d'autres précisions. Mais en revanche, une chose qui peut, une vraie question, c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs têtes à l'Union européenne, ou est-ce qu'on doit avoir une seule tête à l'Union européenne, qu'elle soit président ou président de la Commission européenne, qu'elle ait un rôle ou un autre selon effectivement la connaissance en sciences politiques qu'on peut avoir. Mais en tout cas, est-ce qu'il peut être intéressant d'avoir une personne qui soit capable de parler au nom de l'Union européenne? Et aujourd'hui, effectivement, si on regarde le débat qu'on a eu ensemble, on en a eu 3. On a eu le président de la Commission européenne, on a eu le président de l'Union européenne, dont on n'a pas parlé d'ailleurs, accessoirement. Oui. Et puis on a eu la représentante à la diplomatie internationale. Et donc 3 personnes, ces 3 personnes qui peuvent parler dans des sens divergents, qui pourraient être attachés à des partis politiques différents, qui peuvent avoir des visions différentes, qui peuvent avoir des attaches nationales différentes. Et ça, c'est pas forcément efficient. Il est temps de répondre à la question de Kissinger. Quel est le numéro de téléphone de l'Europe, moi je pense. Donc il est grand temps effectivement d'avoir une figure clairement identifiée. Alors justement, sur ce débat sur les élections européennes, on a beaucoup parlé de ce qu'on devrait faire, des projets futurs de l'Europe. Donc autant aller complètement sur ce sujet. Et donc déjà, vous ne pensez pas que ces élections, ce serait l'occasion de parler vraiment de ce qu'on veut faire au long terme pour l'Europe? Quel projet? Est-ce qu'on veut une Europe fédérale ou rester dans quelque chose de plus chaque nation séparée? Enfin voilà, vous ne pensez pas déjà là quelque chose à faire là-dessus, sur la campagne? Alors absolument, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la campagne est vraiment marquée par cet euroscepticisme. Moi, je rajouterais aussi qu'on est entouré d'euros tièdes dans pas mal de partis politiques, avec l'UDI, le MoDem au centre. On est la vraie alternative pro-européenne dans cette campagne électorale. Nous aimons nous appeler des euros pragmatiques, des euros lucides, des euros bâtisseurs. Tout n'est pas parfait aujourd'hui dans l'Union européenne et j'ai été tout à fait lucide dans mon analyse tout au long de cette émission. Effectivement, il y a des choses encore à améliorer. Maintenant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a effectivement un grand nombre de progrès à faire. Moi, je pense que la dimension principale qui intéresse les citoyens, ce n'est pas forcément les questions institutionnelles, président, fédéralisme, etc. Je pense qu'ils attendent que l'on réponde à leurs problématiques concrètes, leurs problématiques du quotidien. La question aujourd'hui que les citoyens ont en tête, c'est la question du plein emploi. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine de la création de la construction européenne, on voulait mettre le plein emploi au cœur de cette construction européenne. Il est grand temps aujourd'hui de donner corps à cette intention et donc de mettre en avant un certain nombre de politiques tout à fait concrètes pour l'innovation, par exemple, pour la politique industrielle, pour des politiques d'emploi qui soient des réponses tout à fait concrètes. Moi, je pense que c'est cette approche-là tout à fait pragmatique qui peut aussi redonner un espoir aux citoyens européens. Les citoyens vont se dire « ça y est, l'Europe s'occupe de mes problèmes ». Et mon problème, c'est mon emploi, c'est mon entreprise qui va mal, voilà, je suis chef d'entreprise, mes exportations qui sont difficiles. Voilà, je pense que c'est en apportant un certain nombre de réponses, de politiques communes dans ces dimensions-là que l'Europe peut aussi redonner un espoir. Vous vouliez rajouter quelque chose Oui, j'aimerais rajouter à ça, je pense que c'est très bien de parler concrètement et je pense que pour les élections c'est très pertinent puisque ça permet une politisation, comme on l'a dit, qui est essentielle sur des sujets européens. Mais je pense qu'en ce moment il y a une crise aussi des valeurs, il y a une crise limite identitaire, les gens ne savent plus très bien où on va, vers quoi on va. Moi je ressens de la peur chez les gens ont peur, ils ne savent pas vers où on va. Et ça les effraie. Et c'est pour ça que moi j'aimerais bien, et j'ai été invité au Parti Socialiste il y a quelques jours en tant que chef du Togrision, et je dis exactement la même chose. Il faut que vous ayez une vision pour l'Europe. C'est très bien de parler du plein emploi, de l'économie, tout ça, je suis complètement d'accord, mais je pense que tout le monde est d'accord à ce sujet-là. Mais si on met pas une vision derrière, si on dit pas parce que à terme, voilà ce qu'on veut atteindre. À terme, nous sommes tous européens. Et nous allons mettre beaucoup de choses ensemble et nous allons construire l'Europe, nous allons faire un vrai État européen. C'est ça notre avenir, c'est ça que nous allons donner à nos enfants. Moi je pense qu'actuellement on a besoin de ça. On a besoin d'un projet qui soit à la fois réaliste et visionnaire, qui soit réalisable,
Alors bien évidemment que ce n'est pas réalisable en 5 ans, ça n'a aucun sens. Mais qui, voilà, moi j'ai envie de donner à mes enfants, et je suis encore très jeune et j'y pense quand même déjà, un État européen. Et si on ne va pas donner cette vision aux gens, ils se sentent perdus et ils ont aussi l'impression qu'on fait les choses dans leur dos. Parce que si on dit oui, il faut le plein emploi, on va faire ça au niveau européen, après les gens sont un peu aussi oui, mais vous donnez de notre souveraineté, bon, comme j'ai déjà dit qu'on n'a plus, mais ils ne le savent pas vraiment, vous donnez la souveraineté que vous dites qu'on a dans notre dos, vous faites tout dans notre dos, c'est pas bien. Moi je suis vraiment pour qu'on appelle un chat, un cul, et qu'on dise voilà, nous on va donner des choses à l'Europe parce qu'on estime qu'à terme c'est ça l'avenir. Le monde est en train de se repositionner avec des États-continents, l'Europe c'est l'avenir, et qu'on s'engage pleinement sur cette voie-là avec vraiment une vision à long terme qui permette aux gens de savoir vers où ils vont et d'avoir moins peur. D'accord. Monsieur Bélian, vous voulez rajouter? Oui, moi quand j'ai écouté Carole, j'ai entendu deux choses qui pour moi sont totalement contradictoires. Une première qui est il faut pas qu'on parle, ou en tout cas il faut pas qu'on entre dans un débat institutionnel avec les citoyens. Et puis un deuxième qui est mais il faut qu'on ait un débat sur le plein emploi et sur la manière d'y arriver. Sauf que Carole, c'est les institutions, ça. Donc parce que, et pour moi aujourd'hui, le problème c'est que dans la campagne, dans toutes les campagnes, on est sur je suis pour l'Europe ou je suis contre l'Europe. Et le problème c'est que quand on a ce débat-là, la frontière de ce qui doit être européen, ce qui n'est pas européen, elle est clivante au sein des partis, ce qui fait que au sein de l'UMP, il y a la moitié qui n'est pas d'accord avec l'autre moitié, au sein du PS, il y a la moitié qui n'est pas d'accord avec l'autre moitié. Alors l'UD a trouvé la solution en disant justement on va être d'accord sur des questions plus institutionnelles qui sont plutôt d'être vers effectivement un système plutôt fédéral, si j'ai bien compris, ou en tout cas plutôt vers plus d'Europe. Maintenant, il y a des vraies questions, et pour moi c'est des questions institutionnelles parce que c'est dans les traités qui sont: est-ce que la politique de l'emploi, ça doit être l'Europe ou pas l'Europe? Est-ce que le droit du travail, ça doit être l'Europe ou pas l'Europe? Est-ce que la fiscalité, ça doit être l'Europe ou pas l'Europe? Est-ce que la politique industrielle, ça doit être l'Europe ou pas l'Europe? Est-ce que la politique énergétique, ça doit être l'Europe ou pas l'Europe? Et c'est une vraie question aujourd'hui avec l'Ukraine. Est-ce que l'Allemagne doit continuer à pouvoir négocier de 1 à 1 avec la Russie pour faire passer un gazoduc en mer au-dessus et puis squeezer pour avoir sa propre énergie, ce qui peut être bien, ce qui peut être pas bien? Est-ce que la France doit avoir une liaison avec l'Algérie ou avec le Maroc pour avoir sa propre électricité qui vient d'électricité du désert, ou est-ce que ça doit être une question européenne? Aujourd'hui, j'ai pas entendu beaucoup de partis dans les campagnes qui donnent des réponses, en tout cas qui s'engagent là-dessus, en disant pour moi, il y a ça qui doit être européen et ça qui doit rester national. Et donc il y a pour moi une vraie question et une vraie erreur dans le débat, dans la manière dont on le vend, parce que vendre du je veux plus d'Europe ou je veux moins d'Europe, c'est difficile quand justement la population de manière générale elle ne sait pas à quelle limite. Et effectivement je suis tout à fait d'accord avec Aurélien quand il dit les gens ont peur, les gens ils savent pas où ils vont. Encore une fois, j'ai ce souvenir en 2005 sur ce traité constitutionnel que les gens savaient absolument pas ce que c'était que signer ce papier de 150 pages. C'est encore un problème de politisation. Oui. Samir, oui, justement, une question. Oui, moi, je voulais vous faire réagir sur le problème de l'Europe. Pourquoi les gens ont peur de l'Europe? Quelque chose qui va cristalliser ce problème, c'est l'accord de libre-échange transatlantique qui a été négocié un peu en catimini, sans consulter les citoyens, sans parler dans la presse, et vraiment entre les entreprises. Pourtant, c'est un accord qui toucherait directement la vie de tous les citoyens européens. Et là-dessus, ils sont quasiment pas consultés. À partir de là, on peut comprendre leur manque de confiance en l'Union européenne et dans le côté démocratique de l'Union européenne, et peut-être du coup le désintérêt envers l'ensemble du projet européen. Qu'est-ce que vous pensez de cette question du traité et de comment elle a été négociée? Il faut être d'accord avec ce qu'on défend. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé, les 28 États de l'Union européenne ont décidé de donner la compétence économique de négociation avec les États tiers sur les questions économiques à l'Union européenne. À partir du moment où on a une direction générale à l'économie au sein de l'Union européenne et qu'on lui donne un mandat clair de dire tu vas aller négocier l'ensemble des clauses, tu vois avec les États, tu signes un traité, et puis tu reviens pour le faire valider au Parlement européen. Aujourd'hui, ces traités ne sont pas conclus. Ils sont en négociation, on a une phase finale, mais avant de pouvoir être adoptés, c'est la représentation du peuple, c'est le Parlement européen qui va devoir les adopter.
finalement, c'est totalement conforme à ce qu'on a décidé. On a donné un mandat à l'Union européenne d'aller négocier, l'Union européenne va négocier. Et après, quand ils reviennent, on dit oui, mais t'as pas consulté la population. Mais non, parce que j'avais le pouvoir de le faire sans avoir besoin de te poser la question. Et puis, tu l'as précisé, si, ils vont consulter la population, puisqu'il faut que ça passe devant le Parlement européen. Qui vote pour le Parlement européen? La population, ça s'appelle la démocratie. La démocratie représentative, certes, c'est pas de la démocratie directe, mais ça reste de la démocratie représentative. On peut penser à ACTA aussi, où le Parlement européen a fait un travail extraordinaire à ce niveau-là, et où il y a eu du lobbying de la part de nombreuses associations, de grosses mobilisations sur le net, et au final, c'est le résultat qu'on connaît. Donc non, enfin là, le traité, on n'en sait rien, mais parce que pour l'instant, il n'est pas encore dans sa phase de débat au Parlement européen. Et d'ailleurs, le Parlement européen se bagarre, enfin en tout cas est très vocal en disant mais je veux avoir mon mot à dire dans cette négociation et attention, la priorité numéro 1 dans les négociations, c'est protéger les normes européennes, les normes environnementales notamment. On ne veut pas du poulet javellisé dans notre assiette. Donc les parlementaires sont tout à fait conscients des dimensions de potentiels risques qu'il y a dans cet accord et ils vont clairement défendre les normes européennes et donc les citoyens européens. Ils sont là, c'est le rôle justement des députés européens de le faire. Donc il y a bien une représentation du peuple là. Il n'aurait pas été plus constructif de les faire participer directement aux négociations plutôt que c'est ce qu'ils demandent. C'est d'ailleurs ce qu'ils demandent. C'était le cas au départ. Alors, pas de la part du Parlement européen, mais de la part des États, c'est-à-dire la représentation quand même des populations, puisqu'on a quand même élu des gouvernements qui ont donné ce mandat. Et moi, j'ai souvenir, il y a un an, du débat justement, qui a conduit à ce que la France pèse de tout son poids pour que les questions culturelles ne fassent pas partie de la négociation de l'accord. Donc, ça veut dire que on a, encore une fois, donc ça veut dire que ce commissaire européen, le mandat qu'on lui a donné était un mandat directif en lui disant « tu ne peux négocier que sur ça ». Que sur tel thème, et quand tu reviendras, il faudra que tu passes devant le Parlement européen pour le faire adopter. Mais c'est exactement la même chose que ce qu'on fait en France, où on va donner un mandat au ministre d'aller négocier de telle ou telle manière, et quand il reviendra, ce sera adopté par le Parlement, et ce sera ratifié par le Parlement. Donc on est sur un... Ou alors, ça veut dire qu'on estime que la démocratie n'existe pas. Mais on est totalement, pour le coup, dans une dynamique 100% démocratique. En fait, c'est très politique et je pense que ce sujet est très pertinent et devrait être exploité et doit l'être, d'après ce que j'ai compris, par les différents partis européens. C'est à eux de se positionner, c'est à eux de dire vous voulez voter pour tel eurodéputé dans telle circonscription, il votera pour, contre, avec des réserves sur ce fameux traité. Et aujourd'hui, les parlementaires européens souhaitent effectivement être impliqués directement dans ces négociations, comme l'est d'ailleurs le Congrès américain. Et donc, ils essaient de faire pression justement sur la Commission européenne pour être impliqués beaucoup plus directement dans la négociation même de l'accord. Donc, il y a effectivement aussi de la part des parlementaires cette volonté de vraiment influer directement dans ces négociations. Alors, on a une nouvelle qui serait que Harlem Désir serait nommé secrétaire d'État aux affaires européennes. Ce serait même officiel. Alors, pourtant, il est symptomatique d'un problème bien français, qui est l'absentéisme au Parlement européen. La France, en effet, alors, il y a dans les députés les moins présents, il y a justement sur 754 députés, il y a Jean-Marie Le Pen en 734e, Eva Joly en 738e et Harlem Désir en 740e. Est-ce qu'on peut considérer qu'un eurodéputé qui est parmi les moins assidus est légitime à la tête d'un secrétariat d'État justement lié aux affaires européennes ? C'est pas forcément un bon signal, effectivement, d'envoyer quelqu'un de pas très assidu au Parlement européen à ce poste de secrétariat général, effectivement. C'est quelqu'un qui a été élu par le peuple, qui a fait un certain nombre qui a pris un certain nombre d'engagements pendant sa campagne et qui n'a pas été travaillé au Parlement européen pour faire passer les mesures sur lesquelles il s'est engagé. Moi, je pense que c'est effectivement un très mauvais signal. Cela dit, on va le voir un petit peu à Bruxelles, comme ça. J'abonde complètement dans ce sens-là et tu as cité son score magnifique en la représentation. Il est allé, je crois, même pas 60% des plénières, ce que je trouve... 56. Ouais, voilà, c'est vraiment pas correct. Cela dit, maintenant, il ne faut pas oublier que le vrai travail au niveau des ministères, au niveau des affaires européennes, il est plutôt fait au secrétariat général des affaires européennes,
au SGAE pour les intimes. Et ce secrétariat vient d'être rattaché à l'Elysée. Ce qui pose des nouvelles questions, notamment peut-être le fait que... ce qui apparaît logique, puisque finalement, le Premier ministre ne va pas souvent à Bruxelles, mais c'est plutôt le président qui se déplace. Et ce qui permet peut-être d'avoir un peu plus d'influence, puis pour la France au niveau européen. Mais en tout cas, je pense que c'est un signal assez désastreux de mettre un piètre eurodéputé à la tête d'un ministère des Affaires européennes. Un avis on va quand même défendre. Très bien. Un contrepoint. Je peux pas être. Sinon, c'est plus un débat, c'est pas marrant. Ouais. Non, c'est pas défendable de pas être présent au Parlement européen. Ça, on est d'accord. Maintenant, quels sont les éléments positifs quels sont les éléments en faveur d'une telle candidature? Il y en a un premier qui est que même s'il n'était pas physiquement présent à un certain nombre de choses, il est député européen. Et donc, si on regarde l'histoire des secrétariats aux affaires européennes, on a quand même quelqu'un qui connaît l'Europe, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y a un certain nombre de personnes qui ont découvert l'Europe au moment où ils sont devenus en charge des affaires européennes. C'est moins pire alors. Donc c'est moins pire. Et puis il y a une deuxième chose importante, qui est que, et encore une fois, si on regarde la tradition du secrétariat aux affaires européennes, on est quand même sur le numéro 1 du parti du PS, sur une figure connue, médiatique, qui est présente. Alors, Harlem Désir, effectivement, il a été peu présent ces derniers temps. Maintenant, il a été élu plusieurs fois, il connaît bien ce fonctionnement, et c'est une figure connue, importante du système. Donc ça veut dire que, encore une fois, on a vu suffisamment de noms ces dernières années où moi qui étais encore une fois militant depuis longtemps et qui était particulièrement intéressé par les questions, quand je voyais le nom, il fallait que j'aille sur Google pour voir qui c'était parce que j'en avais jamais entendu parler. Là, tout le monde connaît Harlem Désir. Et puis il a ce pouvoir en France. Donc ça veut dire que pas en Europe. Quand il faut représenter la France dans des discussions européennes, ça peut être intéressant qu'on ait un vrai accompagnement de l'État qu'on va représenter. Mais faut pas se leurrer non plus, c'est des calculs politiciens et une fois encore on s'aperçoit que le secrétariat d'État aux affaires européennes, on le laisse parce qu'il faut le laisser parce que sinon c'est quand même vraiment pas crédible, mais c'est une chaise éjectable. En 10 ans on avait fait les calculs, il y a un article dans le Torino, il me semble qu'il y a eu 17 secrétaires d'État en 10 ans. C'est le secrétaire d'État qui connaît le plus fort turnover. C'est un délire absolu. Enfin, ce poste-là, c'est clairement, on le donne aux gens qu'on doit placer, on sait pas trop où. Oh, les affaires européennes, c'est pas si important. Non, c'est vrai, on a juste précisé que c'était 80% de la législation française. Mais... Oui, alors que ça devrait, à mes yeux, devenir un véritable ministère. Tant les sujets traités au niveau européen touchent l'ensemble de notre politique. Finalement, c'est plutôt ça la véritable question. On devrait donner à l'Europe toute la dimension qu'elle devrait avoir dans le gouvernement français. On l'a mentionné tout à l'heure. L'Allemagne a une vision de l'Europe aujourd'hui. Angela Merkel, elle a une vision de l'Europe aujourd'hui. Elle nous plaît pas, mais en tout cas, elle a une vision. La France, ça fait malheureusement quelques années qu'on n'a plus de vision française de l'Europe et ça pose un problème non seulement à la France mais à l'ensemble de l'Union européenne. Il est grand temps que l'on redonne, que l'on retrouve un cap, une vision effectivement européenne en France. L'Europe entière en a besoin. D'accord. Alors, avec tout ça, on a quand même l'impression que l'image qui est donnée, on va rester un peu plus franco-français, mais qui est donnée même aux jeunes Européens, elle n'est pas bonne du projet européen. Les gens n'ont pas l'impression que les États sont à fond dans le projet européen. À partir de là, comment vous pensez qu'on peut faire pour réenchanter le projet européen, et notamment au niveau des jeunes? Peut-être Monsieur Tourien. Oui, en tant que jeune, je me permets de prendre la parole le premier. Non, je pense, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment dans une peur du futur et dans un entre-deux complet. Vous savez, le roi va pas se décapiter tout seul. Les chefs d'État européens vont pas dire tout seuls l'Europe c'est génial. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire en fait j'ai pas trop de pouvoir moi.
Vous m'avez élu, certes, mais tout seul, je fais pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est qu'on mette tout en commun au niveau européen. Enfin, pas tout, qu'on a précisé tout à l'heure, mais un certain nombre de choses en commun au niveau européen. Et donc, ici, la branche sur laquelle il est assise. Il dit, vous m'avez élu, mais en fait, je sers à rien. Donc, je vais juste aller faire pression au niveau européen pour qu'on aille plus loin. Et ça fait peur. En plus, bon là, on a beaucoup, tu évoquais beaucoup 2005. Et 2005, ça a été un vrai traumatisme parce que tous les partis de gouvernement étaient jusqu'en 2005 très pro-européens. Et voilà, ils voulaient aller vers l'Europe. Et puis bim, 2005, non au traité constitutionnel. Et du coup, ils se sont dit, merde, attention, ça veut dire que si on est pour l'Europe, électoralement, c'est pas bon pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas intérêt à être pour l'Europe. Alors que je pense vraiment pas ce qu'il faut, et j'ai déjà dit et je le redis, c'est une vision, c'est être clair, c'est dire oui, on veut l'Europe parce qu'on en a besoin. Non, la France n'a plus le pouvoir qu'elle a pu avoir sur la scène internationale. Non, elle n'a plus les possibilités qu'elle avait au niveau économique et monétaire. C'est fait, c'est acté. J'ai envie de dire en anglais, deal with it. Maintenant, on doit passer au niveau européen et ça sert à rien de faire ah oui mais alors par exemple c'est le symptomatique j'ai gagné à Bruxelles, enfin c'est ridicule. À un moment on change de vision, on change d'échelle et il faut le dire clairement à nos concitoyens. Et moi qui fais beaucoup d'actions de rue, qui suis beaucoup dans la rue, dans les écoles, on dit Europe, les personnes disent bouh, les technocrates. On leur dit mais attends, t'as voyagé ? Tu utilises l'euro? Ah oui, non, mais c'est bien, mais je suis pas d'accord avec la façon dont c'est fait. Mais qu'est-ce que tu penses si on en faisait plus? Bah oui, il faudra en faire plus, mais on nous le dit pas. Encore une fois, appeler un chat, on dit clairement, il faut plus d'Europe, parce que c'est pertinent, on fait de la pédagogie, on explique ce que ça veut dire, on explique que ça veut pas dire qu'on va tous se mettre à parler anglais, on explique que ça veut pas dire qu'on va toucher à nos traditions, et c'est comme ça que les gens vont réadhérer au projet, et c'est avec cette vision claire qu'on va réenchanter l'Europe. Et je rebondirai sur ce que tu dis, mais l'Europe, c'est l'affaire de tout le monde. L'Europe, c'est nous. L'Europe, c'est vous, c'est les jeunes aussi. Moi, je suis pas très vieille non plus. Et je m'engage en politique pour faire bouger les choses, pour définir l'Europe dont moi j'ai envie, pour moi, pour mes enfants, comme tu le disais. Ne laissez pas les autres décider à votre place. À minima, allez voter, et même plus, engagez-vous pour que l'Europe que l'on construit, ça soit l'Europe dont vous avez envie. Vous avez bénéficié d'Erasmus, vous voyagez, vous voyagez, vous payez votre téléphone moins cher quand vous partez dans un autre pays européen. Tout ça, c'est l'Europe. Pour vous, c'est un acquis. Il y a énormément de choses supplémentaires que peut faire l'Union européenne pour vous. Faites entendre votre voix. Il faudrait donc développer une sorte de culture européenne, de citoyenneté européenne. Et pour cela, la culture peut être un bon facteur, un bon moyen. Aurélien Brouillet, vous proposez dans une tribune publiée sur Le Plus la création d'une chaîne de télévision européenne dont les programmes rassembleraient véritablement les Européens. Vous dites que les programmes existent déjà, il y a des séries comme Borgia ou Borgen ou la Ligue des Champions. Eh bien, pourquoi selon vous Arte ne le fait pas, et puis plusieurs choses. Déjà, la citoyenneté européenne existe, la culture européenne existe. Donc, on part pas de zéro, quoi. Il va falloir alors développer, je sais pas si c'est le mot, parce que c'est développer. Enfin, une culture. Enfin, la culture, elle est. C'est pas qu'on la développe ou. Oui, partager peut-être. Oui, c'est mieux. Maintenant, sur cette histoire de chaîne de télévision, oui, Arte le fait, mais Arte, on le voit très bien à qui ça s'adresse. Par exemple, hier, un documentaire extrêmement intéressant Arte sur la montée des populismes. J'ai entendu que c'était la fin des audiences. C'était un reportage complètement européen et qui ferait frémir. Et moi, j'ai fait regarder ma famille. Ils vont tous aller voter aux élections européennes, je vous le garantis. Mais maintenant, moi, ce que je proposais, c'était des trucs, j'irais, plus funky, plus attractifs. Qu'est-ce qu'on regarde comme série? Bon, là, Game of Thrones vient de redémarrer. On est tous devant. C'est un truc qui est un gros produit américain. Mais pourquoi nous, on ferait pas ça? Tolkien qui a inventé l'Heroic Fantasy, il est anglais, il est européen, ce gars. On pourrait faire des séries véritablement européennes. Je parlais de la Ligue des Champions, voilà, moi qui suis plus rugby, aussi le tournoi Destination, ça c'est vraiment des événements européens. Il y a un truc là, je regarde pas trop la télé, mais The Voice, où qu'on a adapté ça partout en Europe. Pourquoi l'adapter partout en Europe? Pourquoi on n'en fait pas un seul? On en fait un seul et tout le monde regarde et tout le monde vote par ses SMS ou je sais pas trop comment ça se passe, et au final le gars il est élu et c'est super. Je veux dire, on est tous là, on partage la même musique et on partage déjà la même musique et tout ça, mais ce serait vraiment avoir plus d'impact, ce serait partager cette culture. Et ça passe aussi énormément dans les écoles, et ça j'ai déjà dit, dans les écoles on nous enseigne
ce que, allez, je vais être très violent, nous enseigne une espèce de propagande nationaliste où l'histoire est parfois réécrite, parfois complètement tronquée, et voilà, il faut revenir aux bases, à l'histoire européenne, à la culture européenne. Ce que vous disiez avant avec une culture qui n'est pas nationale en Europe. Mais tout à fait, mais la culture n'est pas nationale en Europe. Enfin, on a clairement une culture partagée, musicale, surtout maintenant qu'on voyage, ça se voit encore plus. Je sais pas, dites aux gens, allez aux États-Unis, vous serez dépaysés. Allez en Inde, vous serez hyper dépaysés. Moi, je vis à Berlin, je suis pas dépaysé, je suis chez moi. Et c'est visible. Alors, on touche à la fin de ce débat, on va passer à la conclusion. Alors aujourd'hui, l'Europe, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est à la croisée des chemins. Elle est un peu dans la situation d'une confédération, mi-fédération, mi-communauté d'États souverains. C'est un peu la situation dans laquelle étaient les États-Unis peu après leur fondation. Une situation qui avait mené à un échec désastreux, qui n'avait pas duré plus de 10 ans. Et donc c'est ça l'objectif des élections européennes. Il s'agit de bien montrer, de bien exposer des modèles politiques bien définis. Et donc on verra à la suite de ces élections, on l'espère, quel chemin prendra l'Europe. Merci de nous avoir suivis. Oui, voilà, je veux remercier donc déjà nos 3 invités, bien entendu, pour nous avoir suivis tout au long de ce débat et avoir participé activement. Merci à vous de votre invitation. Voilà. Également, je veux remercier Valentin Fluteau, le Notting Hill Café, l'EDEC et spécialement Christophe Charpentier et Clément Garnier, la mairie de Roubaix, Pictanova. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur YouTube, Dailymotion. Merci au public d'être venu. Et à bientôt sur la Web TV du Scandale Mag.